Dans les cours de récré, c'était la question qui revenait souvent. T'es plutôt Team Wings ou Team Witch? Pour ma part, et comme vous en doutez très certainement, j'étais de la Team Wings. Mais aujourd'hui, j'ai bien grandi, et il n'est plus question de choisir son camp. Comme je suis curieux, je me suis donc enfin vraiment plongé au cœur de cet univers que l'on oppose tant à celui de nos fées adorées. Par le visionnage dans un premier temps de son adaptation animée, puis par la lecture dans un second temps de l'œuvre d'origine, la bande dessinée. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon exploration de ce tout nouvel univers. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, si mon contenu te plaît, je t'invite à rejoindre l'aventure en t'abonnant à la chaîne. Mais également, pour le soutien, à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Merci à toi et bonne vidéo. Witch est une bande dessinée italienne scénarisée par beaucoup trop de monde, mais surtout Elisabetta Gnone et dessinée par Alessandro Barbucci et Barbara Canepa, entre autres, et appartient au géant américain Disney. Publiée à partir d'avril 2001 dans le mensuel originellement nommé Minimag, celle-ci connaîtra un incroyable succès et le magazine se verra très vite renommé officiellement Witchmag. La série se poursuivra alors jusqu'en octobre 2012, comptant un peu plus d'une centaine de tomes, se découpant en 9 arcs d'environ 12 tomes chacun. Victime d'un succès phénoménal, c'est donc de décembre 2004 à décembre 2006 que se verra diffuser son adaptation animée franco-états-unienne de 2 saisons, reprenant les 2 premiers arcs narratifs de la bande dessinée. La franchise se hissera alors au rang de deuxième Magical Girl européen emblématique du début des années 2000, juste derrière la série Winx Club, ce qui ne plaira pas beaucoup aux géants de l'animation Disney qui entamera alors un procès pour plagiat à l'encontre du studio Rainbow afin de préserver son monopole. Ce procès sera finalement remporté par la Rainbow qui prouvera que les premiers concepts de leur série éponyme avaient débuté dès 1999, soit 2 ans avant la parution des premiers comics de la franchise rivale. Au-delà de cette controverse qui installera par la suite un climat tendu plus officiel entre les deux franchises voire les deux studios, Witch saura malgré tout grandement marquer les esprits en restant longtemps en rivalité directe avec Winx Club. Malheureusement, la série animée stoppera après seulement 2 saisons et la franchise, après 11 ans de loyaux services, sombrera plus ou moins dans l'oubli. Je dramatise, hein. En vérité, l'aura de la franchise, bien que moins présente que celle de Winx Club, a su rester fortement présente et a d'ailleurs ressurgi récemment sur le devant de la scène avec une réadaptation de la bande dessinée. La rétrospective étant faite, place au moment que vous attendez toutes et tous avec impatience, c'est parti pour notre habituel résumé. La série débute très franchement, puisque sa scène d'ouverture prend le point de vue du chef des rebelles, Caleb. Avec son ami Aldarn, ceux-ci tentent de dérober les réserves de poudre à canon du château de notre antagoniste principal, le prince Phobos. Malheureusement, l'intrusion échouant, le prince envoie alors à leur poursuite son valet, Lord Cédric, afin de capturer le jeune chef des résistants et d'ainsi faiblir la rébellion grandissante du peuple de Méridiane. Comment se fait-il qu'une chose aussi minuscule puisse être aussi perpétuellement agaçante? En parallèle, sur Terre, à Etherfield, Oh merde, au moment où j'ai éternué, j'ai complètement déglingué ma chambre. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? ce qu'il se passe justement, c'est que les scénaristes ne perdent pas une seconde. Alors, en un simple dialogue, ce premier épisode nous introduit non seulement tout l'enjeu de cette saison, mais aussi les 5 personnages principaux, Aileen, Cornelia, Tarani, Irma et Willema. Et je préfère qu'on m'appelle Will. La nouvelle est personnage central de l'histoire. Oh, mais laisse tomber, on s'en fiche. En revanche, vous n'avez pas remarqué qu'il se passe des trucs bizarres autour de moi ces derniers temps? C'est dingue. D'un seul coup, la conversation a dévié et Cornelia n'était plus le centre de l'univers. On a complètement perdu la tête. En réalité, ce goûter fortement incité par Yanlin, la grand-mère d'Aileen, est en fait un prétexte pour révéler aux 5 filles la raison pour laquelle leur quotidien est devenu si étrange ces derniers temps. Attention, ça va être très rapide. Il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un unique et vaste royaume dans lequel ne régnait que la paix et le bien. Mais malheureusement, un jour, le mal commença à s'installer, une barrière fut alors constituée afin de le confiner en une seule et unique planète, Méridiane. Cependant, la muraille a fini par se fragiliser, ouvrant alors des portails entre les différentes dimensions. Et cela semble ravir le prince actuel de Méridiane, Phobos, déterminé à répandre sa tyrannie au-delà des frontières de son royaume en commençant par récupérer sa sœur, véritable héritière du trône cachée sur Terre. Donc, pour résumer, nous devons protéger le monde du mal en rebouchant les trous qui se forment dans une muraille? En effet, afin de protéger la barrière, 5 gardiennes sont élues comme précédemment Yanlin le fut. Irma maîtrise donc l'élément de l'eau, pour Tarani, malgré qu'elle en ait peur, c'est le feu, Aileen, elle, est assignée à l'air, Cornelia maîtrise la terre, et quant à Will, elle sert de lien entre les gardiennes puisqu'elle est la détentrice du cœur de Kandrakar. Ce puissant artefact magique permet non seulement de refermer les brèches, mais également d'amplifier les pouvoirs des gardiennes en leur conférant leur forme magique par la cristallisation. Excusez-moi.
Je peux pas, c'est vraiment trop bizarre. Ouais, j'admets que c'est un peu brutal comme entrée en matière. Après avoir fait joujou avec leur nouveau pouvoir, les gardiennes font enfin la connaissance de Caleb qui, grâce à un portail et à l'aide de nos super gardiennes, réussit à échapper in extremis des griffes de Cédric. Je le crois pas, Will, tu l'as perdu. Mais c'est ce machin vert qui vient de le bouffer. Visiblement, nos gardiennes ont encore pas mal à apprendre si elles veulent pouvoir sauver l'univers. Après s'être fait capturer, Caleb est alors jeté aux oubliettes du château. Tu vas voir comme c'est long l'éternité dans les oubliettes, surtout pour un traître de ton espèce. C'est ici qu'il fera la rencontre, enfin en fait il le connaît déjà, mais bref, de Blunk, un contrebandier. Non, homme d'affaires. De leur côté, nos apprentis gardiennes ne vont pas pouvoir rester tranquilles bien longtemps. En effet, le passage du cristal à une toute nouvelle génération contrarie grandement les plans de Phobos qui envoie alors Cédric à la recherche de la nouvelle détentrice du cœur de Kandrakar. Will est alors aussitôt, elle aussi capturée, puis jetée aux oubliettes. Pourquoi toi rattraper elle et laisser tomber Blanc, hein? Une fois avoir pris connaissance de sa disparition, pas de temps à perdre pour ses amis. Elles partent immédiatement à sa recherche. Non mais t'es malade. Tu veux sécher les cours le jour de la photo de classe? En effet, quand Cédric a capturé Will, celle-ci a perdu son sac à dos et donc par la même occasion le cœur de Kandrakar, qui était pourtant la raison pour laquelle Phobos souhaitait sa capture. Finalement, malgré l'arrivée d'une horde de gardes et de Cédric, les filles arrivent à se coordonner et à utiliser Restez là. Ben dis donc, si c'est ça votre sauvetage, moi je préfère encore rester prisonnier. et à peu près correctement leur pouvoir, leur permettant de s'évader avec leurs deux nouveaux compagnons. Hé les filles, regardez un peu ce que ça fait quand on écrit nos initiales. À la suite de l'évasion de Caleb, Vatek, l'acolyte de Cédric, se voit alors accusé de complicité avec ce dernier, ce qui n'est pas faux. Mais du coup, pour confirmer ou non sa traîtrise, les gardes se mettent à la recherche de la clé que l'homme bleu prétend avoir perdue dans la précipitation. Oh, bah clé retrouvée. Récompense pour Blanc. Mais c'est toi qui l'as volé. D'accord, mauvaise idée Blanc. La prochaine mission pour Caleb et ses nouvelles amies est alors toute trouvée. Ils doivent ramener la clé au château au plus vite afin de sauver la vie de leur allié. Bon, on voit un burger à la chauve-souris, ça suffit. Les pouvoirs magiques, ça se travaille, alors j'espère que vous avez la frite. Vous voyez ce genre de jeu de mots un peu pourri? C'est vraiment ce qui fait l'originalité de la VF, on va dire. Bref, puisque Caleb est parti sans prévenir, nos héroïnes partent à sa recherche en commençant par interroger Blunk qui prend la fuite. Mais vous allez me demander pourquoi les gardiennes tiennent tant à mettre la main sur le crapaud. Non, moi, homme d'affaires. En fait, Blunk est ce que l'on appelle un traverseur, c'est-à-dire qu'il est capable de flairer les portails. Après quelques péripéties, nos héros arrivent à s'infiltrer au château, s'ensuit alors une scène de bagarre plutôt stylée qui montre d'ailleurs que les witches font de fulgurants progrès d'épisode en épisode. Finalement, nos héros arrivent pile à temps à la rescousse du géant Vatek, Pour un gentil, t'as vraiment pas le physique de l'emploi. Oh, merci. qui grâce à un plan ingénieux de Will est non seulement tiré d'affaire, mais aussi conserve sa couverture de garde du royaume. Comme mentionné au tout début du résumé, l'objectif de Phobos, le grand antagoniste de cette saison, est de retrouver sa petite sœur. En effet, celle-ci est la réelle héritière du trône de Meridian, mais le jour de sa naissance, elle a été enlevée et emmenée sur Terre. Depuis, elle y vit sans se douter qu'elle possède de grands pouvoirs que son frère convoite plus que tout. Les filles, devinez qui va fêter son anniversaire ce vendredi. Je sais. Non, je sais pas. Pour l'anniversaire de Will, malgré qu'elle ait fait promettre à Irma de ne rien organiser, Cornelia, Eileen et Tarani se donnent pour mission de lui organiser une soirée d'anniversaire surprise inoubliable. Mais puisque du côté de Meridian les choses s'accélèrent, il est enfin temps pour Yanlin, afin de les aider à accomplir leur mission, de confier un second artefact magique à sa petite fille, une carte vierge. Est-ce que c'est mon diplôme de magie pour avoir réussi dignement mes examens de gardienne? Pas du tout, elle était dans le grenier, impossible de remettre la main dessus. En fait, cette carte a été prise à Phobos il y a très longtemps et permet grâce au cœur de Kandrakar de révéler les portails ouverts sur Terre. Les 13 ans de Will qui semblent jusqu'ici se dérouler normalement se voient alors perturbés par l'arrivée de Lord Cédric. Surprise. En effet, nos apprentis gardiennes apprennent que l'homme lézard se trouve à la mairie d'Etherfield, enclenchant alors un combat qui n'est pas sans causer quelques dégâts dans le bâtiment. Waouh! C'est autant le beans que dans ma chambre. Finalement, même si le lézard a pu prendre la fuite avec son butin, c'est-à-dire les actes de naissance des filles âgées de 13 ans d'Etherfield, les gardiennes referment finalement leur troisième portail, concluant donc cette nouvelle aventure dans la joie et la bonne humeur.
En repeignant les murs de la gare, pour la journée du bénévolat, Aileen et Will découvrent des symboles étranges qui semblent avoir un certain effet sur la gardienne du cœur. Ces signes, ils viennent de Meridian. Mais pour pouvoir les déchiffrer, ils vont devoir se rendre à la cité infinie. Depuis des millénaires, on a beau la parcourir en long et en large, on n'en a toujours pas trouvé le bout. Où se trouve en ses sous-sols la devineresse. En fait, ces messages sont un langage permettant au prince Phobos et à Lord Cédric de communiquer. La devineresse met alors en garde nos héros concernant les intentions de l'homme lézard à présent sous couverture à Heatherfield. Tu n'as toujours pas été repéré. Commence à chercher la fille. Et puisque le professeur Collins s'est récemment rapproché de la mère de Will, les gardiennes se mettent à le soupçonner. Moi, je propose qu'on le suive. Pitié les filles, laissez-moi vous trouver un plan B. Mais dans la précipitation et surtout du fait du ressenti négatif de Will à l'égard de la potentialité d'une relation amoureuse entre sa mère et son professeur, les Witch en viennent à agresser ce dernier. Cherchant par tous les moyens à se prouver qu'il s'agit bel et bien de leur ennemi, Faut reconnaître qu'il est drôlement bien collé en son masque. cependant, c'est pas du tout le cas. Vous avez l'air d'avoir un trou de mémoire, mais je pense que la phrase que vous cherchez toute est tu avais raison, Caleb. Même si nos 5 jeunes héroïnes et Caleb font tout leur possible pour mener une vie normale, ceux-ci sont pourtant très perturbés par leur enquête sur l'identité terrienne de leur ennemi. En fait, Cédric se cache sous l'identité d'un certain Rick Hoffman, jeune libraire qui vient de s'installer en ville. Et justement, les filles se rendent avec leur amie Elion à cette toute nouvelle boutique. Mais au fond du magasin, Aileen découvre alors un étrange livre magique qui téléporte les gardiennes dans un immense labyrinthe. Les filles ont en fait été prises dans un point d'inversion, mais pour pouvoir rentrer, elles ont besoin du cœur de Kandrakar. Will et Caleb s'empressent alors de les rejoindre, et heureusement car le stratagème des filles est arrivé à épuisement. Dire que je mettais toujours ce pull au nettoyage à sec et tout ça pour finir par jouer au petit poussé avec. Nos héroïnes se retrouvent alors de l'autre côté du labyrinthe à Meridian, où elles sont accueillies avec joie par une cuisinière du château et quelques autres habitants. Ça fait des années que nous souffrons sous le règne de Phobos. Il nous oblige à travailler comme des esclaves dans son château, dans ses étables, dans ses mines. Nous n'avons toujours pas perdu espoir. Mais par moments, il faut bien reconnaître que le découragement nous gagne. Cependant, Phobos et Cédric ont envoyé un tracker à leur trousse. Le repos est de courte durée, les filles doivent fuir au plus vite. Et alors qu'elles sont sur le point de se faire capturer, Will et Caleb entrent en scène et tout le monde réussit à se tirer d'affaire. Malgré sa vie terrienne, C'est quoi ce truc? Un cône à la fraise. T'enlèves le papier qu'il y a autour et tu le manges. Caleb reste le chef de la rébellion. Et revigorée par l'apparition des nouvelles gardiennes, celle-ci se montre plus forte que jamais, ce qui inquiète la tyrannie en place. Nous avons gagné une bataille, pas la guerre. Il va en falloir beaucoup d'autres pour venir à bout de l'oppression. Alors, pour enfin débusquer la taupe qui se cache au château, Phobos et Cédric élaborent un plan. Pour cela, ils font courir la rumeur que le sceau de Phobos, artefact contraire au cœur de Kandrakar dérobé depuis des années, en même temps que sa sœur, a enfin été retrouvé près du marécage de Taurus. Du côté de nos gardiennes, Aileen est très enjouée. En effet, celle-ci s'est inscrite avec ses amis pour monter la pièce annuelle du collège. C'est pas la pièce qui m'intéresse, c'est juste faire des costumes. Sauf qu'il va bien falloir quelqu'un pour les porter. Le thème de cette année est la mythologie, et ça tombe bien puisque Yenlin va pouvoir en profiter pour nous raconter l'origine du cœur. Il y a très longtemps, l'empereur de Jade, un roi tout aussi puissant que cruel, avait à son service 4 dragons pour régner sur son royaume. Cependant, Xinjing, nymphe et fille de l'empereur, n'était pas pour les méthodes de son père qui avait plongé le peuple dans la famine. Par pitié, les dragons décidèrent de l'aider en redonnant toute leur fertilité aux terres du royaume. Mais l'empereur, furieux des agissements des 4 dragons, ordonna de les enfermer à l'intérieur de 4 montagnes. Contrariée, sa fille bien-aimée prit alors la décision de rejoindre les 4 dragons, ne laissant derrière elle qu'un cristal rose, le cœur de Kandrakar. Blunk avoir rencontré vrai dragon et volé son œuf. Dragon mordre fesse Blunk, difficile s'asseoir. De son côté, Caleb, tenu au courant par Vatek par l'intermédiaire de Blunk que le sceau de Phobos a été retrouvé, décide d'être le premier à mettre la main dessus en faisant promettre à ce dernier de ne pas parler de l'artefact aux gardiennes, afin de pouvoir traverser la muraille autant qu'il et comme il le souhaite. Où est-ce qu'il est passé l'autre cornichon? Désolé retard. Blunk devoir montrer Caleb quelque chose. Les gardiennes mises au courant s'empressent alors de retrouver Caleb justement tombé dans le piège tendu par Cédric. Pour ne pas perturber le monde terrestre avec leur disparition soudaine juste avant leur entrée en scène, Yenlin leur dévoile donc l'une des nombreuses capacités magiques que renferme le cœur de Kandrakar, les jumelles astrales. C'est marrant, mais c'est vrai qu'elle nous ressemble beaucoup. Allez, dépêchons-nous! Ah, j'oubliais, le problème c'est qu'elles ne connaissent pas la pièce. Arrivés au marécage, les gardiennes découvrent que Caleb a été aspiré par des sables mouvants dont la particularité est qu'ils peuvent se déplacer à des endroits différents. Notre frère Mathieu est tombé dedans aussi, et c'était il y a très longtemps. Et malgré la difficulté d'échapper à ces sables, grâce au pouvoir de feu de Tarani, les gardiennes réussissent non seulement à libérer leur ami, mais aussi tous les prisonniers du marécage. Mathieu, tu n'as rien? T'as
retrouvé notre ballon. Finalement, elle transforme le sable en verre, protégeant enfin les habitants des sables mouvants de Taurus. Pendant que sur Terre, les filles tentent par tous les moyens de faire prendre un bain à leur ami traverseur, Mais on l'attrapera jamais. Si, on peut si on se transforme en gardienne. Je sais qu'on doit se servir de nos pouvoirs uniquement pour combattre le mal, mais cette puanteur c'est une infection. Alors au grand mot les grands remèdes. Cristallisation! de son côté, Phobos lui avance dans sa quête. En effet, il a enfin retrouvé le puissant artefact qui lui permettra de localiser sa sœur, l'étoile de Trêve. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant que Cédric mette enfin la main sur la jeune fille qui se trouve être, comme on peut s'en douter au fil des épisodes, la meilleure amie de Cornelia, Elion. Cependant, en récupérant le collier, celui-ci bloque alors les capacités magiques du cristal, empêchant les magiciennes de reprendre leur forme originelle, mais surtout d'utiliser leur pouvoir. Elle demande donc de l'aide à Yanling qui, une fois de plus, a une histoire à leur raconter. En effet, il y a très longtemps, Vera, l'une des précédentes héritières du trône, en s'éloignant un peu trop de ses parents, se perdit. Afin de la retrouver, ils implorèrent l'aide de la devineresse qui, à l'aide du cœur de Kandrakar, créa la pierre que l'on nomme l'étoile de Trêve. Cette étoile fut dotée de la capacité de toujours amener l'héritière chez elle, et ceci en stoppant tous les potentiels obstacles qui pourraient l'en empêcher. Et puisque les gardiennes ont pour but de protéger Elion, impliquant de fait qu'elle ne puisse rentrer sur Méridiane, les pouvoirs de l'étoile ont donc stoppé ceux des gardiennes. Faut absolument faire quelque chose. Si t'as une idée, on est open. Oh, j'hallucine. Dire qu'il y a quelques heures, on avait encore nos pouvoirs et on allait les gaspiller. Heureusement, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais Elion reprend ses esprits et ramène le bijou à la boutique de Cédric, permettant alors aux gardiennes de récupérer leur pouvoir et de venir à bout de la plante juste à temps. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir, puisque les antagonistes ont une longueur d'avance sur les gardiennes maintenant qu'ils connaissent la véritable identité de la princesse de Méridiane. De manière un peu random et pas vraiment justifiée, Cédric et Phobos comprennent enfin que Vathek est l'espion des rebelles. Mais il est un peu tard pour s'en inquiéter, car celui-ci connaît déjà l'identité de la princesse. Il faut que je trouve un Un portage. jour de chance pour Bonhomme Bleu. Blanc justement faire promotion sur Portail. Mais bien entendu, Cédric et le Larvec, une sorte de larve géante, sont déjà à sa poursuite. Ça n'a pas l'air d'aller fort, je vous trouve un peu bleu. Je dois parler à Caleb. Mais la révélation est dure à encaisser pour les gardiennes, surtout Cornelia qui s'inquiète beaucoup pour sa meilleure amie. En effet, Elion a récemment trouvé un nouveau petit ami et cela ne présage rien de bon. Nous, sur Méridiane, on sort qu'avec les gens qui nous font vraiment craquer. Alors je me demande bien ce qu'il attend pour sortir avec Cornelia. Arrivé à la fête foraine, lieu de rendez-vous d'Elion avec son nouvel amoureux, le groupe met alors tout en place pour garder un œil constant sur elle afin d'éviter qu'elle ne se fasse enlever par Cédric. Mais puisqu'en la présence des gardiennes, l'antagoniste ne peut approcher l'héritière du trône, celui-ci leur envoie son Larvec afin de les occuper dans la maison hantée. Finalement, les gardiennes semblent avoir suspecté le garçon trop vite, blessant de ce fait leur ami et engendrant par la même occasion un conflit entre Cornelia et les autres gardiennes, puisque celle-ci souhaite mettre le plus vite possible Elion au courant de toute la vérité, contrairement à ses amis. Pour accélérer la capture de la jeune princesse, nos deux grands méchants décident de mettre en place une cérémonie de l'incarnation. Cette cérémonie a pour but, à l'aide de 3 objets symbolisant le corps, l'esprit et l'âme de leur possesseuse, d'incarner une partie d'Elion sur Méridiane afin d'affaiblir sa résistance à la confiance qu'elle accorde à l'homme lézard. Alors, si le corps et l'esprit sont assez faciles à se procurer, l'âme, symbolisée par son souffle, quant à elle, se montre un peu plus complexe à récupérer. Alors là, s'il croit qu'il va réussir à s'approcher suffisamment d'elle pour ça, il se met le doigt dans l'œil. Désolé, je sais, ça fait beaucoup, c'est la 5e que je casse. De plus, les pouvoirs d'Elion grandissant, au-delà de la mettre encore plus en danger, ouvrent également des portails partout où elle se rend. Et justement, nos héroïnes doivent fermer celui qu'elle vient d'ouvrir au collège. Cependant, un bébé sanglochon s'est égaré et pour refermer le portail, celles-ci doivent d'abord le ramener chez lui. Et encore, ce n'est qu'un bébé. On pourrait pas le garder? Ben voyons. Mais bien sûr, t'as raison, on a que ça à faire. Sauver le monde et élever une grosse truie violette par-dessus le marché. Et même si les choses se compliquent lorsque la mère de ce dernier vient au collège pour le récupérer, bien évidemment, puisqu'elles sont toujours pleines de ressources, nos héroïnes réussissent à régler ce petit problème. Mais pendant ce temps, le plan de Phobos et Cédric avance toujours à grands pas. Puisque nos héroïnes sont incapables de veiller sur Elion et surtout de se rendre compte que Cédric le libraire est quand même vachement louche, celle-ci commence petit à petit à les détester, ce qui arrange grandement l'homme lézard. De plus, puisqu'elle et ses parents ne sont pas terriens, celle-ci commence à se poser des questions sur la famille imaginaire qu'elle n'a jamais pu rencontrer ou même voir ne serait-ce qu'en photo. Oh ça va, laissez tomber, j'ai compris. Dites plutôt que vous en fichez de mes questions. Alors, lorsque la journée des parents au collège arrive, tout éclate dans la vie de la jeune fille, et Cédric se sert alors de cette faille pour lui dévoiler la vérité, ou plutôt une forme tronquée de celle-ci. Ne l'écoute pas, chérie.
Il te ferait du mal comme il en a déjà fait à tant d'autres. C'est vous qui m'en avez fait avec vos mensonges. À partir de là, la jeune fille ne croit plus qu'en Cédric et le piège se referme lentement. Heureusement, Caleb, qui est chargé de veiller sur elle, comprend les machinations de leurs ennemis. Mais même si le combat était largement gagné, Elion n'a plus aucune confiance pour ses amis et utilise alors ses pouvoirs contre elle afin de sauver l'homme qu'elle pense être son allié. Elion, sur Terre, les gens sont parfois mal intentionnés. C'est pourquoi nous avons la muraille, pour protéger notre peuple de tous leurs mensonges et de leur méchanceté. Ça me rend folle de rage de savoir qu'on a été séparés pendant si longtemps. Pendant que les antagonistes gagnent de plus en plus la confiance de la princesse par la manipulation, de leur côté, les gardiennes sont plus que désunis. Nous aussi, on s'en veut de ce qui est arrivé à Elion, Cornelia, mais... On pensait qu'il valait mieux se taire pour la protéger. On pouvait pas deviner que Phobos la retrouverait aussi vite. Bah c'est toi qui pensais ça. Et moi je commence à en avoir ras-le-bol de suivre tes ordres. Ma meilleure amie est entre les griffes d'un monstre maintenant, alors que tout allait très bien avant que tu débarques au collège. Et Cornelia prend finalement la décision de quitter le groupe. Alors Phobos et Cédric profitent du conflit pour se débarrasser une bonne fois pour toutes des gardiennes en envoyant sur Terre une horde de larves de Méridiane affamées à leur trousse. Pour pouvoir vaincre les limaces et surtout leur maman, les filles ont besoin de Cornelia, car sans elle, leurs pouvoirs sont trop faibles. Trop beau pour mourir. Mais celle-ci est introuvable et injoignable. En fait, la dernière fois que Caleb l'a croisée, elle écoutait de la musique déprimante pour déprimer. Une petite minute. La musique, c'était sur Radio Mélancolie, c'est bien ça? Mais oui, elle adore les chansons pleurnichardes du style « Tu as jeté mon cœur aux éboueurs ». Où se trouve la radio? Bref, en réussissant comme par magie à passer un message à la radio à leur ami, les witches enfin réconciliés réussissent à venir à bout de la larve géante. Phobos n'a qu'à bien se tenir car nos héros ne s'avoueront pas vaincus si facilement. Afin de consolider la confiance d'Elion envers lui, Phobos tend un piège à Caleb et Blunk, qui en tentant de la récupérer tombent sur l'un de ses clones. En effet, du fait des pouvoirs grandissants de la princesse, celle-ci a la capacité de se cloner autant qu'elle le souhaite, et Phobos compte bien se servir de ce nouveau pouvoir. Il nous faudrait une armée. Mais tu as déjà une armée. Pas une armée de soldats. Une armée de toi. Pendant ce temps, la tension monte entre Will et sa maman. En effet, celle-ci élève seule sa fille et leur relation est devenue compliquée depuis leur déménagement. Et comme du coup Will est puni et qu'elle a déjà beaucoup de retard, Caleb perd patience et décide de mener son enquête sur Méridiane seule. J'ai dû me sauver par la fenêtre. T'as pas laissé ta jumelle astrale à ta place? Non, je veux qu'elle croie que j'ai fugué et que j'ai été enlevée par des ours. Cependant, celui-ci tombe une fois de plus en plein dans le piège tendu par Phobos et se fait capturer. Alors, une fois transformées, les gardiennes se rendent immédiatement à Méridiane et découvrent à leur tour la supercherie des clones. Y en a une autre là. On parie? Non, c'est pas elle. Elle parle à Blunk comme si elle le connaissait et sans se boucher le nez. Elles se rendent donc compte que le but de ces fameux clones est de les éloigner le plus possible du château et donc d'Elion. Et malgré un énième combat sans grand succès, c'est grâce au chuchotement du vent à l'oreille d'Eileen que nos witches trouvent un moyen de peut-être contacter Elion. En effet, la jeune princesse aimerait récupérer son carnet à dessin resté dans sa chambre terrienne. Cette manie que vous avez, vous les filles, de cacher des trucs de partout. Oh, comme si toi tu n'avais pas un poignard planqué dans ta ceinture. Et malgré de longues recherches, celle-ci ne se montre pas très concluante, et la nuit tombante, les filles doivent rentrer chez elles avant qu'il ne soit trop tard. Excepté Will, qui prend la décision de passer la nuit ici afin de rendre encore plus crédible sa fugue. Mais c'est la nuit que Phobos envoie deux de ses Lurden récupérer le carnet de sa sœur, et malgré la tentative de Will de les en empêcher, ceux-ci repartent avec ce qu'ils cherchaient. Nos amis partent alors sur la piste des Lurden afin de retrouver la véritable Elion. Découvrant finalement l'entrée secrète des souterrains du château, Cornelia et Caleb tombent sur la cachette de la princesse. Cependant, les deux amoureux sont instantanément repérés. Mais la mission n'est peut-être pas pour autant tout à fait un échec, puisque dans la précipitation, Cornelia oublie de récupérer le morceau du portrait que son ami avait fait d'elle. Tu es privé de sortie jusqu'à tes 18 ans. Afin de comprendre ce que Phobos compte faire à Elion, Caleb et Aldarn tentent d'espionner les conversations au château grâce à leur perroquet. Mais puisque visiblement ils ont quand même envie d'entrer dans le château eux-mêmes pour absolument aucune raison, ceux-ci se font repérer par les murmurants, prévenant donc Phobos de leur intrusion. Et même s'ils arrivent à s'échapper, le perroquet en revanche est entre les mains de leurs ennemis. Tu sais ce que tu dois en faire. Il n'y aura jamais qu'une seule chose dans ce château à connaître mes secrets. Défonce d'entrer dans ma chambre. J'ai mes secrets. Et je les garde dans mon qui dit secret. Qu'ils rangent étrangement dans la bibliothèque du château, ce qui ne fait pas vraiment sens, mais bref.
Du côté des gardiennes, Cornelia prend la décision de partir seule afin de ramener Elion sur Terre, emportant avec elle le cœur de Kandrakar. Cependant, puisque les clones ne sont pas vraiment J'adore le patin à glace. au point, on va dire, Caleb et les gardiennes découvrent rapidement la supercherie et décident alors sans plus tarder de la rejoindre à Meridian. Pendant ce temps, Cornelia réussit à s'infiltrer au château. Garde! Cette fille ne travaille pas aux cuisines, c'est l'une des gardiennes. Emmenez-la, mon frère. Mais heureusement, puisque le cœur se veut protecteur envers sa gardienne, celui-ci libère Cornelia afin de retourner sous la possession de Will et ainsi permettre aux gardiennes de se transformer, sans quoi celle-ci n'aurait aucune chance contre l'hémogryphe. Cependant, au lieu de retourner auprès de ses amis directement, Cornelia se rend d'abord dans la chambre d'Elion où la rejoignent Blunk et Caleb, qui justement étaient partis à sa recherche. Caleb s'en tire comme Blunk. Si tu crois que c'est un compliment. Et même si cette énième tentative de récupérer la princesse échoue, celle-ci permet tout de même à nouveau de semer le doute dans l'esprit d'Elion. Finalement, nos héroïnes remportent à nouveau leur combat et rentrent à Etherfield avec en leur possession le Kiddy secret de Phobos. L'épisode s'ouvre avec l'introduction de la mine sous-marine par le biais d'un nouveau personnage, le père d'Aldarn, qui est forgeron. Dis à Caleb que son père n'a pas été tué au cours de la bataille des bois gris. Il est vivant. Et justement, une fois Caleb tenu au courant que son père a été retrouvé, le groupe ne perd pas de temps et part directement à sa rescousse. Et puisque nos héros ont quand même vachement progressé, ceux-ci réussissent à s'infiltrer dans la mine sans se faire repérer. Mais forcément, Caleb fait tout foirer, puisque visiblement la discrétion c'est pas trop son délire. Peu importe, le lac fera le travail à ta place. Mais bien évidemment, nos héros, toujours aussi ingénieux, réussissent à surmonter l'inondation et par la même occasion à libérer le reste des esclaves, mais aussi à sauver les gardes que Cédric comptait abandonner à leur triste sort. Remuant peut-être doucement aussi l'esprit de ces derniers quant à leur loyauté à Phobos. Finalement, après avoir givré l'homme lézard sur place et libéré tous les esclaves, Tu vois, Caleb, au fond de moi, j'ai toujours su que tu viendrais me chercher. Bon retour parmi les rebelles, papa. nos gardiennes et les rebelles prennent peut-être enfin un peu d'avance sur leurs ennemis. Voilà tes gardes, mon cher Phobos. Il va falloir un peu les sécher, mais 30 minutes en cycliste-orage, ça devrait aller. Oh, et ton serpent à sonnette, il devrait se pointer d'ici le lever du soleil. Mais je te préviens, il n'a pas que des bonnes nouvelles à t'annoncer. Ciao! L'épisode commence avec bien 10 épisodes de retard par la capture de notre traître préféré, le géant Vatek. Mais en fait, c'était Caleb. Soit c'est tout qui devient trop facile, Votre empressement à me servir semble refroidi. Je vais devoir raviver votre flamme. soit Phobos ferait vraiment bien de changer une bonne fois pour toutes de bras droit. Du côté des Etherfield, les gardiennes font la découverte de la véritable identité de leur prof de maths, Madame Rudolph. En effet, celle-ci était la nourrice d'Elion qui l'a emmenée sur Terre 13 ans en arrière, et qui dans la précipitation, je vous le rappelle, a également égaré le sceau de Phobos. Vous n'êtes pas doué, vous? Vous n'avez su garder ni Elion, ni le seau. Mais cette révélation n'est pas tout à fait innocente. En effet, Elion a un message à faire passer à ses amis. Celle-ci, pour les protéger de Phobos, bien décidée à en finir avec elle, décide de se montrer davantage convaincante quant à son choix de rester à Meridian du côté de son frère. Finalement, je me demande si on ne s'est pas trompé sur Phobos. Et alors que les witches décident sur les conseils de la grand-mère de battre quelque temps en retrait, celle-ci découvre pourtant une étrange multiplication des portails un peu partout dans la ville. Mais pourquoi il y en a autant? La muraille est en train de s'écrouler ou quoi? En fait, c'est seulement Blunk qui, encore une fois, se montre bien utile à l'avancée du scénario, puisqu'il a trouvé sans le savoir le sceau du prince. Blunk parlait à faire. Non, mais tu rigoles, ce truc a des pouvoirs incroyablement... Mais en contact avec les gardiennes, et plus précisément le pouvoir du cœur de Kandrakar, celui-ci s'affole, entraînant une lutte entre les deux artefacts, s'achevant par leur fusion. Elle assure grave la version turbo du cœur de Kandrakar. En effet, et puisque le sceau de Phobos est un artefact permettant d'ouvrir tout ce qui est fermé, celui-ci est en réalité aussi la clé du journal intime de leur ennemi. Les inquiétudes d'Elion grandissent, alors pour regagner et cultiver sa confiance, Phobos se plie tant bien que mal au moindre de ses volontés. Et justement, celle-ci souhaite plus que tout revoir ses parents. J'ai découvert où Phobos les a enfermés. Enfin, un peu d'action, ça va secouer grave. Une fois à Meridian, nos héros mettent aussitôt en place leur plan d'infiltration dans ce qui se trouve être la prison la plus protégée de Meridian. Mais une fois les parents d'Elion retrouvés, ceux-ci se rendent rapidement compte que quelque chose cloche. En effet, afin d'éviter qu'ils ne racontent toute la vérité à Elion, Phobos a pris le soin de missionner ses gardes de glisser dans leur repas de l'hypnopotion, les plongeant dans une vision totalement idéaliste de leur situation. Oh, chèvre très gentille.
Toujours en suivant leur héroïsme grandissant, malgré la difficulté à laquelle ils se trouvent confrontés, avec pour ennemis non seulement les gardes de la tour, mais aussi Cédric et ses troupes, ceux-ci décident de foutre un sacré bordel dans cette prison et d'ainsi libérer l'ensemble des prisonniers. En tout cas, on espère que vous allez pouvoir retrouver Lyon très bientôt. Surtout, ne laissez jamais personne lui faire du mal. Rassurez-vous. Lors d'une mission des rebelles visant à récupérer les récoltes volées au peuple de Meridian, le chef des rebelles est malheureusement contraint de s'enfuir seul, laissant derrière lui ses camarades, mais surtout son meilleur ami. Et grâce à cette capture, Phobos peut alors mettre en place son nouveau piège. En effet, les pouvoirs d'Elion grandissant, elle ne se rend pas toujours compte de ce qu'elle fait, et en tentant de convaincre les rebelles que Phobos est un prince bon et généreux, celle-ci les hypnotise. Savez-vous ce que votre sœur est en train de faire à cet instant précis? Oui, elle libère les rebelles qu'on a capturés et leur propose un traité de paix. Elle est désespérément innocente et honnête. De son côté, Caleb, une fois rentré sur Terre, prévient immédiatement ses amis qui sont en pleine préparation de gâteaux pour la kermesse du collège. Blunk, je te donne le bouquin de recettes à suivre, ne mange pas les biscuits. Ni le bouquin. Mais en arrivant à la cité infinie, malgré leurs chaleureuses retrouvailles, les deux amis entrent rapidement en conflit. Le traité de paix sera ratifié à midi dans la plaine des Hugong. Tous les rebelles seront là, si tu ne veux pas que je le signe. Il faudra que tu arrives à me vaincre dans un combat des chefs. Mais qu'est-ce qu'un combat des chefs, me direz-vous? Eh bien, en gros, c'est une série d'épreuves très dangereuses, une course en terre hostile, de l'escalade, la traversée d'un lac infesté. Et à la fin, ça se termine par une bataille d'homme à homme. Tout ça jusqu'à la mort de l'un des deux participants. Pendant que Caleb affronte son ami, de leur côté, les Witch se rendent à la plaine des Hugong. Alors en fait, ce sont ces grosses autruches, les Hugong? Ce sont des oiseaux de paix à Meridian. C'est grand-mère qui me l'a dit. Je les trouve plutôt mimi. Là où doit normalement se dérouler la signature du traité de paix afin de découvrir quel piège a tendu Phobos aux rebelles. Oh, cool! Des bébés Hugong! Non, Eileen! C'est pas des Hugong! C'est des larvèques! Et de l'autre côté, à large distance, Elion, qui en ne voyant pas les rebelles arriver pour la signature du traité, pensera qu'ils se sont joués d'elle. Finalement, bien que nos héros soient en difficulté, chacun de leur côté trouve encore et toujours un moyen de s'en sortir. Afin de trouver la cachette secrète des rebelles, Cédric passe à la vitesse supérieure en asséchant tous les puits du village. Celui-ci espère bien que l'un des habitants assoiffés dénoncera la rébellion. Mais il existe un lac qui autrefois servait de réserve d'eau principale au peuple de Meridian. Cependant, une créature vit à l'intérieur, ou plutôt a fusionné avec celui-ci, dévorant quiconque s'en approche d'un peu trop près. Oh, ça a l'air aussi effrayant que mon rêve. Oh oui, grand-mère, j'ai fait un cauchemar où j'étais dans la peau d'Elion. Tiens donc. Mais tu sais, Eileen, la gardienne de l'air a souvent le pouvoir de lire l'avenir et d'anticiper sur les événements. Le rêve d'Eileen n'était sûrement pas qu'un simple rêve, mais bel et bien une vision du sort que Phobos réserve à sa sœur lors de la cérémonie du couronnement. Afin de préparer leur attaque, Caleb a ramené des Orfield 8 talkie-walkie à distribuer. Ah non, il y en a 7 paires plus celui-là. Allô? Ici Blunk, je reçois 0 sur 0. C'est pas vrai, encore lui. Blunk? Où est-ce que t'es? À la maison avec maman. Il a une mère? Du côté de leurs ennemis, la situation a largement progressé. En effet, Cédric et ses troupes ont enfin trouvé la cachette des rebelles. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne réussissent à s'y infiltrer. Alors nous devons attaquer le château. Tant qu'on est encore assez fort, les défenses de Phobos vont être réduites puisqu'il a envoyé des hommes ici. C'est ce que Caleb ferait en tout cas. Alors, pendant que 4 des gardiennes se battent contre la créature du lac, de leur côté, les rebelles rejoints par Will et Caleb s'élancent dans ce qu'ils pensent être le combat final. Ils n'ont aucune chance. Pourquoi attaquer maintenant? Les gens désespérés commettent des erreurs. Mais grâce à leur ami voleur, à l'aide du talkie-walkie qui leur reste, le traverseur va pouvoir prévenir les autres gardiennes que la bataille fait rage au château. Les rebelles sont en mauvaise position, mais grâce à l'aide des gardiennes... Vous allez arrêter tout ça immédiatement! Finalement, pour éviter qu'Elion ne capture toutes les troupes à l'aide de ses pouvoirs, la rébellion doit battre en retrait. Le combat n'est pas encore fini, il ne fait que commencer. Malheureusement, au cours de la bataille, une bonne partie des rebelles, dont Vatek, Aldarn et le père de Caleb, ont été faits prisonniers. Alors, afin d'avoir une chance de reporter le prochain affrontement, il est primordial avant toute chose de récupérer l'ensemble des prisonniers. Pour cela, nos héros doivent se préparer, alors pendant que Caleb et Blunk partent en reconnaissance, Will et les autres font leur vie quoi. Et du coup, c'est le moment parfait pour faire progresser la love story. Oh, c'est Matt! De quoi j'ai l'air?
Folle de lui. Dont honnêtement tout le monde se fout. Pendant leur excursion, nos deux compères se font repérer par l'homme lézard, et malheureusement Blunk n'atteint pas le portail assez rapidement pour s'échapper. J'ai besoin de ton aide de toute urgence. Excuse-moi Matt, il faut que je me sauve. Et oui, pas le temps pour l'amour, le combat approche, nos héros doivent rester concentrés, il faut retrouver Blunk. Dis-moi ce qui est arrivé à mon ami. Caleb a appelé Blunk ami. Caleb aimait Blunk. Aimer, c'est peut-être un petit peu excessif. Mais puisque leurs ennemis avaient tendu un piège avant de partir, les gardiennes repartent avec Tarani inconsciente, mais aussi avec l'un des gardes blessés. Et ce garde blessé, prénommé Tinar, est un atout clé pour nos héros. Bon, ok, on va enfermer le blessé dans la buanderie. Buanderie, c'est comme une prison. Non, sauf si on vous oblige à repasser. En effet, en passant quelques heures sur Terre, celui-ci se rend bien compte que tout ce qu'il pensait être vrai n'était en fait que des mensonges du prince. Alors j'ai décidé de me joindre à votre cause. Je vous montrerai comment pénétrer dans le château. Mais bien entendu, celui-ci va devoir faire ses preuves. Il est difficile pour les rebelles de faire confiance à un garde aussi facilement, même s'il a tenu parole et que nos héros retrouvent enfin leurs amis prisonniers. Mais dans leur évasion, Jik, l'espion de Phobos, passe lui aussi par le portail. Mais je ne pouvais pas te le dire parce que... Parce que je te plais. Wow, j'en reviens pas d'avoir dit ça. Et moi j'en reviens pas d'oser faire ça. Ah ça c'est ce qu'on appelle une romance accélérée, hein. Bref, finalement tout est bien qui finit bien, mais la bataille approche à grands pas. Et le résumé à sa fin. C'est parti pour les 2 derniers épisodes. Phobos payait très cher pour avoir Cristal. Dick doit trouver pierre magique pour Prince Phobos. Alors, une fois seul, Jik s'en prend à Will et réussit à lui dérober le cristal, mais sans lumière, celle-ci le confond avec Blunk. Le groupe se rejoint alors au plus vite et part à sa poursuite, suivi cependant par Matt qui ne comprend pas pourquoi Will est si distante avec lui. Oh non, je rêve. Will? Ah, c'est pas vrai. J'aimerais bien te ramener sur Terre et tout expliquer. Me ramener sur Terre? Oui, mais malheureusement, là, on poursuit une espèce de troll qui nous a trahis pour vendre une sorte de talisman magique au prince du mal. Alors faut qu'on se bouge. Mais heureusement, Blunk rencontre Yanlin et comprend que ses amis l'ont confondu avec Jik. Il part alors immédiatement les rejoindre. Blunk prouvait que Dick voleur. Blunk devoir absolument laver son honneur, même si Blunk pas lavé souvent. Grâce à lui, les gardiennes récupèrent le cœur juste avant que Jik puisse le vendre à Cédric et mettent une bonne raclée à tout le monde. Finalement, nos héros sont sains et saufs et tout le monde peut rentrer à Etherfield, l'esprit tranquille, ou presque, puisque le combat final va avoir lieu demain. Pendant que nos héros préparent un plan pour attaquer le château par surprise, de leur côté, Phobos et Cédric s'empressent d'effectuer la cérémonie du couronnement tant qu'Elion est à l'apogée de ses capacités magiques. Miranda, je t'en supplie, il faut absolument que tu viennes m'aider. Oh, je suis vraiment désolée, ça va être difficile. Le rêve dans lequel elle sommeillait se trouve alors n'être depuis le début qu'un gigantesque cauchemar. Eh bien voilà, cette fois on y est. La bataille finale pour Meridian va commencer. Tu devrais y aller. Oh, moi je serai dans l'autre dimension, si jamais vous me cherchez. Même si la bataille s'annonce plus que difficile, et étant donné la grande différence d'effectifs entre les deux camps, grâce à Tinar, une partie des soldats du château se joignent finalement aux rebelles, prêts eux aussi à se battre coûte que coûte pour sauver l'héritière du trône de Meridian. Et bien que le but soit de rester le plus discret possible afin de conserver au mieux l'effet de surprise de l'attaque, ceux-ci se font repérer, interrompant de fait Phobos dans l'absorption de l'énergie de sa sœur, ce qui donc se trouve tourner les choses en leur faveur. Sauf que, bien évidemment, ce boulet de maths n'a pas pu s'empêcher de les suivre, mais passons. Le combat étant largement engagé, Phobos décide d'en finir une bonne fois pour toutes en affrontant lui-même la rébellion. Cornelia, je suis vraiment désolée. C'est pas le moment pour les retrouvailles. On a du pain sur la planche. Et bien que le prince soit persuadé d'être invincible maintenant qu'il a aspiré une grande partie des pouvoirs de sa sœur, les 6 filles à présent réunies sont en réalité bien plus puissantes et réussissent à le vaincre très ou trop facilement. Adieu, Phobos. Tu n'as jamais été un frère pour moi. Finalement, le mal se dissipe, le calme et la paix regagnent Meridian, Elion reprend sa place de reine qui lui revient de droit, et tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est maintenant que tout va commencer. Comme mentionné dans mon introduction, Witch c'est avant tout une bande dessinée.
Et d'ailleurs, j'imagine que bon nombre des fans de la franchise la connaissent davantage à travers cela. Alors, pour m'assurer de vraiment comprendre les enjeux de la série et ainsi penser autour de l'œuvre de manière plus juste et complète, je me suis plongée, en parallèle de mon visionnage, dans la lecture des 12 premiers tomes de la série qui sont de fait à l'origine du scénario qui nous a été proposé pour cette première saison. Et ce fut très intéressant, parce que ça m'a permis de constater l'écart immense qui se dessine entre les deux produits, m'amenant alors à questionner notre rapport aux adaptations. Dès le début de ma lecture, j'ai tout de suite compris que Witch le comics et Witch le dessin animé prenaient des directions fondamentalement très différentes. Comme si leur structure se répondait en inversé. Je m'explique. Contrairement au dessin animé, le comics va réellement emprunter le chemin d'une enquête avec une part de secret et de mystère bien plus assumée. En effet, cela est certainement principalement dû à l'importance ici que prend Kandrakar. En fait, à travers les comics, celui-ci s'affirme davantage en tant que monde et entité complètement à part entière. Une sorte de lieu aux allures divines dont le Conseil a pour mission la protection et l'équilibre entre les mondes. En gros, c'est littéralement, comme l'indique l'artefact qui le représente, le cœur de l'univers et donc de l'ensemble de ses dimensions. De fait, puisque la grand-mère y est alors plus directement liée par son rôle de messagère, voire plus justement de passeuse, une fois sa mission accomplie, et même si elle n'a pas eu le temps de donner plus d'explications, cela implique inévitablement sa mort quasi instantanée. C'est-à-dire qu'à partir de là, contrairement aux gardiennes de l'animé, ici leurs versions comics sont privées non seulement de leur mentor, mais également de ne serait-ce qu'une seule toute petite explication quant à leur but initial, qui n'est autre que la fermeture des 12 portails présents dans la muraille. Alors, nos gardiennes s'affirment encore davantage en tant que protectrices de la frontière, rien de plus. Donc, on pourrait dire que l'intrigue se déplace, bascule d'un point de vue à l'autre entre ces deux versions. C'est-à-dire qu'originellement, l'histoire se veut davantage guidée et structurée par le sujet même qu'indique son titre. Et donc, 5 collégiennes dont la vie se voit troublée par l'obscure mission qu'on leur a confiée, laissant en toile de fond ce qu'il se passe sur Meridian, qui ne devient non plus un objectif en tant que tel, mais bel et bien un élément, un indice dans leur quête du sens de leur rôle en tant que gardienne de la muraille. De fait, leur rôle, contrairement à ce que peut faire penser le point de vue de la rébellion qu'exploite plus franchement la version animée, n'est originellement pas tant d'interférer dans le sort de Meridian que de continuer à protéger une frontière de l'extérieur afin de poursuivre le confinement du mal en un seul et même lieu. Et justement, c'est peut-être à travers ce paradoxe porté par une supposée interdiction des gardiennes à franchir cette frontière que l'aventure et son déploiement prend alors un sens tout à fait complet. Parce que finalement, c'est bien en cherchant à comprendre les enjeux inhérents à cette muraille que les gardiennes la franchiront, se voyant alors directement propulsées et touchées par les réalités qu'elle cache. Et malgré des enjeux et finalités communes aux deux versions, je pourrais tout à fait vous énumérer toutes les différences qu'entraîne ce simple inversement de structure scénaristique. Le plus flagrant étant la place du développement des personnages bien plus assumée dans le comics. En effet, on peut constater une grande différence d'écriture de ces derniers. La plus drastique serait d'ailleurs Irma, qui se dessine presque comme deux personnages complètement à part entière d'une version à l'autre. Mais également le personnage de Caleb, dû au fait de la place infime qu'il occupe originellement dans le scénario. Puis on pourrait aussi évoquer la façon hautement plus charismatique à travers laquelle est dépeinte le prince Phobos, parce que franchement, il est tellement plus stylé dans le comics, et c'est pareil pour Matt qui slay 1000 fois plus que cette espèce de boulet que se trimballe Will dans l'animé. Ah, et puis Madame Rudolph qui est carrément presque comme un guide à l'image de la Yanlin de la version animée, ou encore les parents d'Elion qui en fait n'étaient autres que les commandants des armées du prince avant leur trahison et qui de fait originellement sont vachement importants pour la réussite de l'assaut final. Puis il y a aussi Nigel et Peter et bref, la liste est encore très longue et en plus n'est pas forcément pertinent de souligner toutes les moindres petites différences entre l'œuvre d'origine et son adaptation. En effet, même si l'on pourrait considérer que le comics apporte bien plus de substance à l'ensemble de son univers, ou que l'animé se veut libérer d'une certaine candeur en s'attardant moins sur la vie des collégiennes, cela n'en est pas moins intéressant peut-être que d'aborder l'œuvre originale et sa jumelle comme un tout. Puisque finalement, elles invitent de fait à s'immerger davantage dans leur univers par l'importance qu'elles accordent chacune à deux points de vue que sépare finalement le cœur du récit, la frontière. Et c'est là que vient la nécessité peut-être de repenser notre perception de la notion d'adaptation. Souvent, lorsqu'une œuvre est réadaptée à travers un autre média, il est décrié par les fans le manque de fidélité avec l'œuvre d'origine. Et il serait tout à fait légitime d'appliquer cette remarque au Witch, car définitivement, l'anime et la bande dessinée s'affirment comme des produits très éloignés, malgré leur univers et finalité communes.
Mais justement, n'est-ce pas ce qui est alors le plus intéressant dans le rôle d'une adaptation? Proposer une forme d'alternative ou d'extension de l'univers et de ce qu'il porte. Si le dessin animé et le comic Switch avaient été sensiblement la même chose, y aurait-il eu la possibilité d'y trouver plus de sens ou d'intérêt que celui d'enjeux purement capitalistes? Et puisqu'ici les deux œuvres ouvrent sur deux directions fondamentalement opposées, avec d'un côté une importance donnée davantage à la frontière et au point de vue des Witch, et de l'autre un regard plus indiqué par l'activité de la rébellion face à la tyrannie grandissante à Meridian, n'est-ce pas là plus intéressant de considérer finalement l'adaptation comme une manière de poursuivre une franchise que nous affectionnons? Finalement, après avoir découvert les deux versions de cette même histoire, j'ai justement pensé qu'elles avaient l'une envers l'autre un rôle tout à fait complémentaire quant à toutes les ouvertures qu'elles creusent dans leur univers commun, permettant vraiment d'utiliser sa double adaptation comme le déploiement d'une seule et même histoire. Alors, peut-être que Witch n'a pas gagné contre Winx Club du côté de la production animée, mais en tout cas, il est certain que la franchise a su, contrairement à la Rainbow et ses comics Winx Club, développer et utiliser de manière intelligente la notion d'adaptation en proposant réellement quelque chose de plus à travers sa version animée. Comme brièvement évoqué plus tôt, il est clair que l'on ne peut détacher toute la construction de l'histoire et de son univers du concept de frontière. Et même si c'est certainement aussi parce que ce sujet est au cœur de mes recherches artistiques en dehors de mes vidéos, il est tout de même vrai, même si elles n'en sont pas pour autant tout à fait exploitées, que la série place au cœur de ses enjeux la muraille et sa traversée. En effet, ici le rôle des gardiennes est de préserver la frontière qui sépare le mal du bien. Et puisque comme j'aime à le rappeler, ces notions se veulent fondamentalement très abstraites, arbitraires et plutôt simplistes comme prisme de vue sur le monde, on pourrait tout à fait commencer par remettre en question ces concepts. En effet, on le constate rapidement, Meridian n'est pas foncièrement plus le mal que la Terre. Et on pourrait même dire que visiblement, le mal ici désignerait davantage Phobos que la planète et sa population en soi. Pourtant, il n'empêche qu'ici les gardiennes, affirmées comme représentantes du bien, se veulent protectrices d'une séparation qui, par essence, vise à isoler une population du reste de l'univers sous prétexte du mal qui les habite. Et c'est peut-être déjà à partir de cet élément que nous pouvons nous questionner. En effet, en souhaitant éviter que le mal ne s'infiltre dans l'ensemble des dimensions, il a été décidé très arbitrairement de condamner en quelque sorte Meridian et son peuple au sort que lui réserve la prise du pouvoir par Phobos. Cependant, peut-être que la frontière n'est pas moins elle aussi en partie responsable du conflit entre les deux mondes, ou en tout cas participe activement à le prolonger et même l'affirmer. Parce qu'en réalité, on peut tout à fait se demander comment auraient évolué les choses si la muraille n'avait pas existé. En fait, ce que je cherche à remettre en question ici, ce n'est pas tant la frontière en elle-même, mais plutôt les raisons qui entourent sa création, et donc le rôle de cloison qu'elle joue entre les deux peuples. Puisque, de fait, une frontière n'a pas de pouvoir intrinsèque, elle est toujours porteuse de la pensée qui l'érige. Et puisque Kandrakar en est à l'origine, il est peut-être tout à fait intéressant, pour aller plus loin, de remettre aussi en perspective le rôle de l'artefact qui le représente et son antagoniste. En effet, le cœur de Kandrakar, matérialisant le bien, est un objet qui ferme, quand le sceau de Phobos, matérialisant le mal, est un objet qui ouvre. Alors, même si, et entre nous heureusement, les deux artefacts en se battant finissent par fusionner, ce qui laisse donc le choix d'ouvrir ou de fermer la muraille, cette attribution de la fermeture au bien et de l'ouverture au mal de la frontière me semble quand même franchement douteuse. Et alors, bien que la fermeture soit dépeinte comme la solution positive, finalement les deux camps, que tout oppose, finissent tout de même par se saisir d'une façon commune d'user de la frontière comme séparation opaque. De fait, chaque monde cultive une vision stigmatisée de l'un et l'autre. Un tissu de mensonges, voire une invisibilisation totale. Mais on pourrait aussi remettre en perspective la notion de mensonge. N'est-il pas quelque part légitime pour Phobos d'entretenir une vision négative et ou erronée du reste de la dimension et surtout des gardiennes du cœur et donc de ce qu'elle représente Kandrakar, qui est de fait l'entité qui a ostracisé le prince et son peuple. Ce que je veux dire en finalité, c'est que bien que Kandrakar semble se définir comme une entité impartiale, on se rend bien compte que les choses sont comme elles sont, non pas pour une question de bien et de mal absolu, mais bien parce qu'elles reposent avant tout sur une vision et une pensée du monde au moment de la matérialisation de cette frontière.
Alors, il est intéressant, autant du point de vue de la version animée que de la version comics, de laisser finalement aux gardiennes le choix de se saisir de leur rôle de défenseuse de la muraille en bravant l'interdit de sa traversée et ainsi peut-être utiliser celle-ci, à l'image de Blunk, comme une interface, un espace d'échange et de dialogue. Parce qu'en effet, bien que la rencontre des deux mondes soit de fait affirmée d'un côté comme de l'autre comme un absolu interdit, c'est bel et bien en finalité leur rencontre qui permettra une résolution de leur conflit, et non pas le renforcement absolu de leur séparation, but originel des Witch pointé comme étant, à tort, l'unique et absolument juste solution. Outre le concept de frontière, même si on va le voir, ces deux concepts entrent en résonance, c'est également l'apparence qui se veut être un sujet central dans les Witch. Alors même si c'est vachement plus mis en avant et mieux exploité dans le comics, genre en fait la cristallisation c'est un peu une sorte de symbolique du passage de la puberté, bah même si le dessin animé a pris le parti de ne l'évoquer que très brièvement, cet aspect de l'œuvre se veut pourtant tout à fait central. Déjà ne serait-ce que pour le traitement de ces personnages, qui est du coup bien moins mis en avant dans l'animé, mais surtout qui par un parallèle entre un corps qui se modifie voire se déforme à celui de la monstruosité qualifiant l'apparence des habitants de Meridian, prolonge les enjeux de la frontière par la figure de l'autre. En fait, il se trouve qu'originellement, Meridian se veut uniquement peuplé par des êtres monstrueux, excepté la famille royale. Ce qui peut d'ailleurs poser question, mais soit. Cependant, il est peut-être intéressant de souligner l'une des caractéristiques fondamentales du personnage de Phobos que nous présente le comics. En fait, originellement, cet antagoniste reste longuement caché, d'une part pour cultiver une forme de suspense, et d'autre part car il refuse que quiconque puisse voir son visage ou ne puisse le représenter, excepté les murmurants qui sont en fait des sortes de serviteurs modelés selon sa propre image. Et alors, on peut se questionner sur le rapport de l'antagoniste à son image au milieu d'une population qui lui est, d'apparence, complètement opposée. Est-ce ici un rejet de sa propre image par dégoût de sa différence, ou est-ce plutôt un rejet des autres par mépris ou sentiment de supériorité de sa part? Et même si je pencherais peut-être plutôt pour la seconde raison qui nous amènerait alors directement au sujet de cette partie qui est la monstruosité comme outil politique, il est peut-être aussi intéressant de garder à l'esprit le côté potentiellement nuancé du rapport de l'antagoniste à sa propre image. Même si bon, en réalité c'est clairement dit, juste le gars se kiffe de ouf quoi. Mais du coup, au vu de la réaction de Phobos qui lui vit et surtout a grandi sur Meridian, vous vous doutez bien que la première fois que les filles rencontrent les habitants de ce monde, elles les attribueront assez instinctivement à la case monstre. De fait, les Witch abordent directement ces êtres comme des altérités. Mais le fait de les rattacher à la monstruosité n'est tout de même pas anodin, puisque le terme est de fait porteur d'un a priori fortement péjoratif avec une essentialisation de ces personnes qui, étant donné leur apparence, seraient inévitablement dangereuses et agressives. Et c'est d'ailleurs ce que souligne très justement Madame Rudolph dans l'un des chapitres en expliquant aux filles que ce qui nous semble différent nous fait peur et peut alors nous mener à une forme de rejet, voire de volonté de destruction de cet autre. En effet, dans ce chapitre, les Witch doivent aider une famille immigrée de Meridian à retrouver leur fils perdu à Etherfield. Ce chapitre met en avant une forme de stigmatisation. En effet, sous sa véritable apparence, le petit garçon est en danger, puisqu'aux yeux des terriens, il représente une menace. En finalité, même si les gardiennes réussissent à ramener l'enfant à ses parents, il est pourtant intéressant de constater que la conclusion n'est pourtant pas si optimiste, en montrant que de toute manière, afin de s'intégrer ici, les monstres de Meridian se voient toujours dans l'obligation de se cacher, de rayer leur passé, d'oublier, d'adapter ou de camoufler leurs coutumes, jusqu'à aller à la modification même de leur propre enveloppe corporelle. Et finalement, même s'ils ont tout sacrifié en quittant Meridian afin d'accéder à une vie et un avenir qu'ils espèrent plus radieux, il n'est pas pour autant dit que sur Terre, même loin du conflit qui ravage leur planète natale, ils se sentent pour autant totalement en sécurité, mais surtout qu'ils pourront accéder à la vie au même titre que les autres humains qui les entourent. En fait, la définition de ce qui est monstrueux est purement subjectif et culturel. Et justement, rendre monstrueux l'autre est un outil hautement politique qui est et n'a de cesse de faire ses preuves dans nos sociétés. Et quand je dis ses preuves, c'est tout à fait négatif. Déshumaniser l'autre, c'est de fait le rendre extérieur et donc potentiellement inférieur à soi. Et ce procédé de stigmatisation des populations est à l'origine même, par exemple, du racisme et donc de la manière dont on a rendu acceptable et légitime, entre autres, durant les colonisations, l'esclavage et le massacre de populations au profit d'une autre. Et malheureusement, puisque nos sociétés sont de fait fondées sur cette même façon de penser, il se trouve qu'elle exerce encore et toujours toute sa potentialité en justifiant encore et toujours le rejet, la mise en esclavage et même le meurtre, voire le massacre d'individus.
Mais finalement, au milieu de tout ça, je n'ai toujours pas traité de la question mise en avant jusque dans le titre de ma vidéo. Bon, déjà parce qu'elle me semble, somme toute, être un sujet pas si intéressant comparé aux autres abordés dans cette vidéo, mais pourtant, même si cette polémique est très faible, elle fait toujours écho à notre confusion générale concernant le concept de plagiat. Donc, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement le plagiat ? Le terme plagiat vient du latin plagiarius ou plagiator qui signifie littéralement voleur d'homme. En gros, le plagiat définit l'action de copier, de piller ou encore de s'approprier l'œuvre d'autrui. Alors de fait, oui, même dans sa définition, c'est un peu confus. Parce qu'à quel point on considère que telle ou telle chose est une inspiration, un emprunt, une citation ou alors de la copie pure et simple. Et c'est là tout le piège de ce concept. Parce que j'ai l'impression que nous avons parfois tendance à confondre ce qui est de l'ordre de l'inspiration à ce qui est de l'ordre du pillage. Peut-être aussi parce que nous avons intégré l'image du créateur comme celui qui a une inspiration sortie de nulle part, une forme d'association à un certain génie. Or, la vérité c'est que l'on ne crée pas plus que l'on ne compose tout simplement avec ce qui nous entoure et ce qui nous nourrit. Et en plus, ici, comme évoqué dans l'introduction, le fait que Disney ait accusé la Rainbow d'avoir plagié les Witch en créant le Winx Club était surtout une façon de se saisir de cette notion pour en finalité simplement conserver son hégémonie. Parce que de fait, oui, deux Magical Girls européens qui sortent à peu près à la même période, ça fait de la concurrence. Surtout au vu de l'ascension fulgurante d'un si petit studio que la Rainbow qui a su se saisir à cette période avant Disney d'une sacrée demande sur le marché. Et alors, j'en reviens à ce phénomène de cours de récré et à nos sensations enfants d'estimer qu'il fallait nous aussi s'inscrire dans la rivalité qu'affichaient les deux franchises. Parce que de fait, elles l'étaient réellement, et de fait, elles ont en effet de grandes similitudes bien qu'elles se montrent dans le détail, fondamentalement différentes. Mais si elles se ressemblent autant, c'est avant tout parce qu'elles s'inspirent et s'inscrivent dans un premier temps toutes deux dans le genre très codifié qu'est le Magical Girl, avec alors pour inspiration majeure, la maman du genre, Sailor Moon. Parce que finalement, si l'on estime que Winx Club a plagié Witch, on pourrait de même estimer que les deux franchises ont d'abord plagié Sailor Moon, ce qui s'avère complètement absurde puisque bien que les trois projets répondent à des codes similaires et s'inscrivent dans certains stéréotypes et messages communs, ils sont pourtant, si l'on s'y intéresse de plus près comme j'aime à le faire, fondamentalement et profondément très différents. Bon alors, finalement, est-ce que je regrette d'avoir été Team Winx durant mon enfance ? Eh bien, c'est difficile à dire. En effet, même si Witch se voit dans l'incapacité de garder une place particulière liée à la nostalgie dans mon cœur, il n'en est pas moins vrai que je suis pourtant tout à fait ravie d'avoir pu la découvrir. Certes, c'est peut-être dommage de ne pas pouvoir faire le comparatif avec la vision que j'aurais pu en avoir enfant, mais à la fois cela me permet peut-être de garder tout le recul que je ne peux avoir avec Winx Club. Mais aussi, je dirais qu'avoir pu cultiver une forme de ressentiment négatif à l'égard de la franchise un peu plus d'une dizaine d'années plus tôt m'a en fait permis d'être agréablement surprise par ce tout nouvel univers, qui n'a alors et de loin absolument rien à voir avec l'image que je m'en faisais de la version Wish de ma très chère série favorite. Et même si la série n'occupe pas une place aussi importante que sa rivale dans mon cœur, elle n'en est pas moins une des séries que j'ai apprécié découvrir et à laquelle j'ai enfin su m'ouvrir sans tous les a priori que j'avais cultivés enfant à son égard, effaçant donc une bonne fois pour toutes l'image stigmatisée que je m'en faisais. Parce que finalement, Wish, c'est une plutôt chouette série. Merci à toutes et à tous pour avoir écouté et ou regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Moi je vous invite une dernière fois, si mon contenu vous intéresse, à vous abonner, aimer, commenter et partager cette vidéo, mais aussi à découvrir mes autres contenus si ça vous intéresse. Sur ce, nous on se retrouve exceptionnellement pour une prochaine vidéo vers la fin du mois, et entre nous, je crois que vous êtes loin de vous imaginer la suite de l'aventure. Encore merci pour votre soutien, et à très vite.